Les services de base de la population, le boire, le manger, l'hébergement, l'électricité, la mobilité, la sécurité, l'enseignement, ne sont plus assurés à cette population par les services publics encadrés par la loi. Donc c'est ce qu'on appelle des États effondrés. Actuellement, par exemple, on peut dire que la Libye, ou le Nigeria, ou le Zimbabwe sont des États un peu effondrés. C'est que la ligne de pente ne nous emmène pas nécessairement vers un long fleuve tranquille. Donc World 3, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers, et Meadows, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers non plus. Meadows était un scientifique du MIT qui a travaillé dans une équipe qui n'avait pas fondé, du reste c'est Forrester qui avait fondé l'équipe, et qui faisait de la dynamique des systèmes. Et à un moment, cet homme, qui devait avoir des nuits un peu trop longues, s'est demandé comment les raccourcir, et donc il s'est dit, je vais essayer de faire un modèle qui représente la dynamique du système population humaine dans son environnement. Donc il a fait un modèle dans lequel il a une population qui est, qui a ses propres déterminants, elle cherche à s'alimenter, elle cherche à profiter de services industriels, etc. Et puis elle est limitée par ce que l'environnement peut lui offrir, c'est-à-dire il y a une limite de surface cultivable, de ressources extractibles, etc. Et puis Meadows, il regarde comment est-ce que le système peut évoluer, compte tenu de la manière dont il a déjà évolué jusqu'à maintenant. Et il en tire une conclusion cardinale, une seule. Il dit, tant que l'humanité a pour objectif de croître en volume, donc plus de monde consommant plus, la seule chose qui est absolument certaine, c'est qu'à un moment ou à un autre, le système s'effondre sur lui-même après avoir bouffé tout le capital qui l'entoure. Alors, il y a deux manières de bouffer le capital. Vous pouvez le bouffer par l'extraction ou vous pouvez le bouffer par la pollution. La pollution perturbant, enfin dégradant la qualité des actifs restants. Voilà. C'est ce qu'a dit Meadows. Et donc Meadows dit, quel que soit l'optimisme que je puisse prendre sur les conditions initiales, la quantité de ressources extractibles, etc., si les hommes cherchent la croissance, ou même la cherchent trop longtemps, ils la cherchent jusqu'en 1980, après ils disent non, je m'arrête, eh bien à ce moment, le système finit par s'effondrer sur lui-même. C'est ce qu'avait dit Meadows. Alors la façon dont le système s'effondre, c'est qu'à un moment, l'alimentation disponible par personne se met à baisser, les services industriels disponibles par personne se mettent à baisser, puis la population se met à baisser. Et tout ça de manière subie. Alors évidemment, Meadows, il n'a pas dit à quel moment tel pays fera la guerre à tel autre pays, etc. Vous savez que vous n'avez que trois manières de faire mourir les gens, c'est la famine, la maladie et la guerre. Il n'y en a pas d'autres. Donc une contraction rapide de la population, c'est un monde dans lequel se généralisent les famines, les maladies et les guerres. Malheureusement assez arithmétique. Donc ce qu'on est en train de jouer avec la prévention des grands problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est ça, c'est ça dont on parle. On est en train de jouer la prévention de la famine, de la maladie et de la guerre. Voilà. Je ne sais pas si ce n'est pas des problèmes un peu plus importants que l'intelligence artificielle, d'un côté, et si par ailleurs ça ne justifierait pas qu'on augmente un peu le prix de l'essence et d'un certain nombre d'autres denrées que nous trouvons aujourd'hui à gogo. Voilà, mais mon arbitrage personnel. En tout cas, je pense que de poser le problème comme ça fait un peu réfléchir. Le pétrole est en déclin en Europe depuis 2006, qui est l'année où le monde, enfin c'est 2 ans avant l'année où le monde a passé son pic de production sur le conventionnel, ce que l'Agence internationale de l'énergie a fini par avouer, entre guillemets, dans son dernier World Energy Outlook. Donc le World Energy Outlook de fin 2018, l'AIE a dit, le pic de production du pétrole conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas les sables bitumineux du Canada, et tout ce qui n'est pas le shale oil, le fracking, le pétrole de schiste. Tout ce qui est facile à aller chercher. Tout ce qui est facile à aller chercher, c'est 2008. D'accord ? Et depuis, ça a perdu 2,5 millions de barils jour sur une production qui doit faire dans les 80. Voilà, donc c'est pas encore, on n'est pas encore à l'os, mais ça commence à se voir. Nous sommes... Juste pour vous donner quelques ordres de grandeur sur la dépendance que nous avons à l'énergie aujourd'hui encore, le pétrole, c'est 100 millions de barils par jour. Un baril, c'est à peu près grand comme ça. Si on les additionne, si on fait une colonne de barils, 100 millions de barils les uns sur les autres, ça fait une colonne de 80 000 km de haut. 80 000 km de haut, l'atmosphère, ce truc qu'on respire tous les jours et sans lequel nous ne vivrions pas, l'atmosphère fait 100 km de haut. Dès maintenant, nous sommes en train d'atteindre un palier énergétique. On sait que la fourniture de pétrole conventionnel a atteint son pic et que les consommations additionnelles de pétrole actuellement proviennent de pétrole difficile à extraire, de pétrole lourd, etc. Tout ça, on le sait. Et du coup, on sait que cette descente énergétique est fatale, puisqu'il arrivera un moment où,
aller à 8 km de profondeur dans des forages offshore ou aller extraire du pétrole en Arctique, ça va devenir peu rentable pour les investisseurs qui d'ailleurs s'essoufflent actuellement. Quand vous parlez de contraintes sur la disponibilité de pétrole, ce qu'on va vous dire, la première chose, c'est il y a 40 ans, on nous disait qu'il restait 40 ans de pétrole, et 40 ans plus tard, il reste toujours 40 ans de pétrole. Donc a priori, dans 40 ans, il en restera toujours 40 ans. Mais à quel prix ? Mais à quel prix? Mais surtout, en fait, ils n'ont pas la bonne information. Les données techniques et confidentielles, elles vous disent qu'il y a 60 ans, il restait 30 ans de pétrole. Il y a 30 ans, il restait 60 ans de pétrole, et qu'aujourd'hui, il en reste 30 ans. En fait, quand on regarde d'un point de vue matérialiste ce qu'on peut appeler la raréfaction des matières premières et les déplétions de l'énergie, l'énergie c'est essentiellement des énergies fossiles pour 85% du monde, eh bien ceci ne peut plus durer pendant très longtemps. Donc c'est une question d'années ou de décennies. L'énergie, c'est fondamental pour plein de raisons, sur le plan économique, sur le plan industriel, sur le plan politique, sur le plan de la vie des populations. Donc il faut s'y intéresser. Ça paraît très complexe et c'est encore plus complexe que ça ne paraît, mais ce n'est pas une raison pour ne pas creuser ces questions-là. Ça intéresse tous les citoyens, ça ne doit pas être réservé au gouvernement, aux compagnies pétrolières, aux compagnies gazières, aux énergéticiens. Il va y avoir un jour dans le monde moins de pétrole, moins de charbon, moins de gaz. Alors moins de pétrole, on est peut-être déjà passé. Le pétrole conventionnel est passé par son pic en 2008 dans le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Et en ce qui concerne tout pétrole confondu, y compris le shale oil et les sables bitumineux, il est possible que ça ait été 2018. L'histoire verra. En ce qui concerne l'Europe, de toute façon, pétrole, gaz et charbon sont orientés à la baisse depuis 2005-2006 pour des raisons géologiques, pas du tout. Si on regarde l'évolution de la courbe des découvertes de pétrole, voilà un petit peu la tête qu'elle a. On parle de pétrole conventionnel. Et on voit bien qu'il y a une tendance à la baisse depuis quand même quelques décennies. La réalité, c'est que aujourd'hui, les découvertes sont vraiment... Il y en a très très peu. De temps en temps, vous allez lire sur des réseaux sociaux, dans les news, qu'il y a un gigantesque gisement de pétrole qui a été découvert ici ou là, de plusieurs milliards de barils. Quand vous lisez ça, rappelez-vous que l'humanité en consomme 100 millions par jour, en moyenne, de barils de pétrole. Donc ça signifie que si on découvre 3 milliards de barils, ça dure un mois. C'est un mois de consommation mondiale en plus. D'accord ? Ça ne change pas non plus fondamentalement la donne. Et donc dire, nous qui sommes entièrement tributaires de notre capacité à importer le pétrole qu'on consomme, dire qu'on va en avoir assez sans aucun problème pour la France dans les prochaines années, décennies, etc., c'est véritablement totalement irresponsable. Il y a des lois physiques qui font que quand on va chercher quelque chose dans le sol, au début c'est très facile, c'est comme quand on mange de la confiture ou le Nutella si vous voulez, enfin, c'est comme vous voulez. Dans les deux cas, c'est très facile au début, puis on a faim, donc on en mange beaucoup, on va vite, et puis c'est sucré, c'est très agréable, on est un peu drogué, donc on va continuer à en chercher, mais c'est quand même de plus en plus difficile, et au bout d'un moment, il faut une cuillère plus longue, et puis pour racler le fond du pot, c'est vraiment compliqué. C'est pareil quand on va chercher du pétrole, du gaz, du charbon, du platine, du mercure, du platine, enfin tous les métaux, l'aluminium, tout ce qu'on va chercher dans le sol est soumis à une loi qui dit qu'au début c'est facile, on en extrait de plus en plus, et puis au bout d'un moment c'est de moins en moins facile, on passe un plateau, et ensuite, chaque jour qui passe, pour des lois physiques, on pourra de moins en moins sortir des choses du sol. Ce que montre ce graphique, c'est qu'il y a une croissance à peu près permanente de la demande en pétrole. Vous voyez cette production qui augmente. Vous voyez aussi, si vous regardez un peu plus en détail, que pratiquement tous les pays du monde, à quelques exceptions près, sont en décroissance de production pétrolière depuis à peu près 2008, et que finalement on a réussi à maintenir la production pétrolière par le petit bout rouge qui est en haut du graphique, qui sont le pétrole de schiste américain. Ce pétrole de schiste américain est très particulier parce qu'il demande des investissements absolument gigantesques à très court terme pour produire du pétrole de pas très bonne qualité et demande surtout énormément d'énergie pour être produit. Et en fait, on n'arrête pas d'extraire du pétrole le jour où il n'y a plus de pétrole, on ne doit pas vider la cuve, on arrête d'extraire du pétrole le jour où il faut 1 litre de pétrole pour récupérer 1 litre de pétrole. C'est que l'investissement énergétique ne vaut plus la peine, parce que ça demande tellement d'énergie d'aller chercher ce pétrole de mauvaise qualité, de le raffiner, de le transformer, de le chauffer, et de tous les processus qu'il faut faire, qu'on ne peut plus le faire. Et même si on est déjà à 1 demi-litre de pétrole d'investi pour récupérer 1 litre, l'effort financier qu'il faut fournir dans l'infrastructure, en technologie, pour récolter 1 litre de pétrole est absolument gigantesque. Ce qui fait
que ce rapport démontre, avec des hypothèses très optimistes quand même, dans certains cas, que de toute façon, on ne peut pas maintenir la production de pétrole actuelle et de toute façon, on va vers une décroissance de la production de pétrole pour des limites physiques, des questions vraiment physiques, qu'on n'a plus les techniques extractives qui permettent de maintenir ce niveau de pétrole. Une industrie qui est plus rentable, on peut encore la maintenir à forte dose de subventions si besoin, encore faut-il avoir les moyens de le faire. Les États-Unis, c'est ce qu'ils font avec l'industrie du pétrole et du gaz de schiste, en subventionnant massivement une industrie qui n'a jamais été rentable, parce que ça coûte beaucoup trop cher d'exploiter ces pétroles non conventionnels par rapport à ce qu'on peut les vendre derrière, pour l'instant du moins. Mais les États-Unis, c'est les États-Unis. Tout le monde ne peut pas faire comme les États-Unis. Le Venezuela a les plus grandes réserves de pétrole au niveau mondial. Si on regarde le pétrole non conventionnel et le pétrole conventionnel. Le Venezuela s'est effondré il y a quelques années. Littéralement effondré, parce que les prix du pétrole a été descendu trop bas et que l'exploitation du pétrole vénézuélien, qui était essentiellement non conventionnel, coûtait trop cher. Chaque litre de pétrole, chaque baril de pétrole produit coûtait plus cher à exploiter et à raffiner qu'à vendre. Donc, ils perdaient de l'argent. Donc, forcément, comme ils avaient en plus tout misé, toute leur économie sur le pétrole, ils n'avaient absolument plus les moyens d'entretenir cette machine qui s'est restreinte à vraiment le minimum vital pour les Vénézuéliens, et le pays s'est effondré. Patrick Pouyanné nous explique que la raison pour laquelle il y a moins de découvertes de pétrole aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un déficit d'investissement à partir de 2014. C'est vrai. Mais si on s'arrête là, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, il suffit de faire reprendre les investissements et puis du coup, forcément, les découvertes vont repartir. Non, c'est pas si simple, parce que ce que Patrick Pouyanné ne dit pas, quand il dit ça, c'est que la raison pour laquelle les compagnies pétrolières ont arrêté d'investir après 2014, c'est parce qu'entre 2006 et 2014, les investissements dans l'exploration ont été records et que malgré ça, les découvertes ont chuté. Quand on regarde le taux de remplacement du pétrole conventionnel, en 2019, il est de 16%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour chaque baril découvert, on en consomme 6. Voilà ce que ça veut dire. Alors, je vais vous lire une ou deux petites choses. L'Agence internationale de l'énergie, fin 2018, a annoncé qu'il y aurait un déficit, un resserrement en tout cas de l'offre, qui aurait du mal à répondre à la demande sur le marché mondial de pétrole avant 2025. Fin 2020, la directrice générale de la stratégie et de l'innovation du groupe Total a déclaré qu'il risquait d'y avoir un déficit d'approvisionnement de 10 millions de barils par jour d'ici 2025, donc environ 10% de l'approvisionnement en offre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pétrole, ça veut dire que ça va devenir un peu tendu. Fin 2021, la compagnie Shell a annoncé qu'elle a passé son pic en 2019, que la production va baisser d'1 ou 2% par an. La Russie, qui fournit un tiers de son pétrole à l'Europe, a annoncé la même chose, qu'elle a sans doute passé son pic en 2019. Par exemple, on ne sait pas exploiter le charbon sans pétrole, on ne sait pas exploiter le gaz sans pétrole. Donc, il faut faire attention également quand on dit on va substituer. Pour l'instant, on ne sait pas le faire. Mais en fait, il y a un pic de tout. Pic du phosphore, pic des poissons, pic de l'uranium, pic du bois, pic de l'eau potable. Et tout ceci est une question d'années, si vous avez en tête cette histoire d'exponentielle. Une boucle de rétroaction positive, ça ne veut pas dire qu'elle a un effet positif, ça veut dire qu'elle a un effet qui renforce la cause initiale. Une boucle de rétroaction positive, c'est par exemple lorsque les glaciers fondent, les glaciers sont blancs. Donc les glaciers réfléchissent la lumière vers le ciel, ce qui fait que ça ne réchauffe pas trop l'atmosphère au-dessus des glaciers. Lorsque les glaciers fondent, ils découvrent de la terre ou des roches qui sont beaucoup plus sombres. Et la terre et la roche étant plus sombres, au lieu de réfléchir la lumière, ils absorbent l'énergie du soleil et chauffent localement. Ça s'appelle une boucle de rétroaction positive, parce que plus la glace fond, plus ça réchauffe l'atmosphère, plus l'atmosphère est chaude, plus la glace fond, vous voyez ce que je veux dire. C'est positif dans le sens où la boucle se renforce elle-même. Ou bien les terres qui sont congelées autour du pôle Nord, ce qu'on appelle le permafrost, elles étaient congelées depuis très longtemps, et le méthane qui était à l'intérieur restait prisonnier. Et même en été, ça restait à moins 5 ou moins 10 degrés, il n'y avait pas de problème. Et maintenant, il y a 2 mois ou 3 mois dans l'année où le permafrost se décongèle, il s'effondre et il lâche des quantités de méthane monstrueuses. Le méthane, il dure moins longtemps que le CO2 dans l'atmosphère, mais il a un pouvoir réchauffant beaucoup plus grave. Son effet de serre est 14 ou 20 fois plus important suivant. Donc ça fait partie de ces... On est dans un cercle vicieux. En fait, il y a 15 grandes boucles de rétroaction, je parle du climat. Dans le climat, genre la fonte du permafrost, la fonte de la calotte polaire, les courants océaniques, etc.
Et ils disent qu'il y a 3 sortes de grandes boucles de rétroaction. Les premières qui se déclenchent à plus 1, plus 3 degrés sont déjà énormes. Il y a les moyennes qui se déclenchent à plus 3, plus 5 degrés. Et il y a celles qui se déclenchent à plus 5 degrés. Et le problème, c'est ce qu'ils disent, c'est que les premières boucles ont la capacité de déclencher les deuxièmes, les moyennes, qui déclencheraient l'ensemble des boucles de rétroaction. La température est en train d'augmenter, enfin même plus d'un siècle. La façon dont la température est en train de se comporter, alors vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, elle a déjà augmenté. Alors on a pris 1 degré, à 1 degré, on a déjà 20 millions d'hectares qui crament en Australie, plus 20 millions d'hectares qui crament en Sibérie, plus 5 millions d'hectares qui crament en Californie. Enfin non, pour le moment ils sont qu'à 3, qui crament en Californie, plus etc. Juste à 1. Hein. Et ce que vous voyez sur ce graphique, c'est qu'en fonction des émissions que nous aurons plus tard, que je vous détaille pas parce que ce n'est pas le sujet, ce que vous voyez surtout, c'est que les 20 prochaines années sont indifférenciées, quel que soit le scénario que nous suivons en termes d'émissions, la trajectoire de température est exactement la même. Ça, c'est la conséquence de la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère. Les 20 prochaines années sont déjà écrites du point de vue du climat, quoi que nous fassions sur les émissions. La fonte des glaciers de montagne, qui est bien sûr avérée, va donner beaucoup trop d'eau douce d'abord, puis beaucoup trop peu ensuite à des populations qui en dépendent directement, plongeant vraisemblablement 2 milliards de personnes dans une situation de stress hydrique drastique. Sachant qu'en plus, ces glaciers et le permafrost contiennent environ 800 000 tonnes de mercure qui vont se déverser dans les eaux jusqu'alors potables. L'été dernier, nous avons remarqué qu'environ 3 millions d'hectares de forêts sont partis en fumée en Sibérie, tandis qu'en une seule journée, 11 milliards de tonnes de glace avaient fondu au Groenland. Aujourd'hui, on commence à entendre de partout que probablement on ne restera jamais sous les 2 degrés et que les perspectives sont entre 3 et 5 degrés à la fin du siècle. Voilà, ça c'est le discours que tout le monde connaît, je pense, et qui est celui de tous les médias. Il fait plus chaud au-dessus des terres en moyenne qu'au-dessus des océans. Et pas un peu plus chaud, il fait jusqu'à 1,5 ou 2 fois plus chaud au-dessus des terres qu'au-dessus des océans. 3 à 5 degrés à la fin du siècle, en moyenne mondiale, c'est 6 à 10 degrés sur les continents, parce qu'il fait plus chaud sur les continents qu'en moyenne mondiale. Il n'y a aucune agriculture qui résiste à 6 à 10 degrés de moyenne à la fin du siècle. Bien concernant l'agriculture, ce qui est constaté, et même dans des écosystèmes qui ne sont pas du tout agricoles, c'est que le réchauffement climatique entraîne, on va dire, un dégazement, ouais. Le fait que le sol lui-même perd son carbone. Ça s'appelle la respiration hétérotrophique, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est mesuré. Le réchauffement climatique va un peu trop vite pour que les sols, la matière organique des sols, les êtres vivants des sols puissent maintenir leurs écosystèmes internes, leurs écosystèmes du sol, et du coup, le sol devient émetteur net de CO2. Ce qui vient réchauffer, là encore, participer au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique fait que le sol lui-même génère du réchauffement climatique. Pas de chance, ça sera les pays pauvres, comme toujours, qui vont être directement touchés par ces élévations de température, ou simplement on ne peut plus vivre. Là, il y a eu des pointes en Algérie cet été à 55, je crois, 55 degrés, on ne peut plus vivre. Je veux dire, même en buvant bien, c'est pas possible. Alors, si la solution, c'est de mettre de la clim, qui évidemment consomme beaucoup, ça va rendre les choses encore pires, donc c'est pas une solution. Le MIT rappelle que le corps humain ne sait pas faire du froid, que donc que pour maintenir notre cerveau et notre foie à température correcte, on évapore de l'eau. Voilà. Quand il fait chaud, on évapore. Ça marche, sauf si l'air est en même temps trop chaud et trop humide. Et donc, si l'air est en même temps trop chaud et trop humide, l'évaporation, ça ne marche plus. Et donc, le corps humain monte en température et c'est insupportable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier, il y a eu pendant quelques jours ce genre de canicule en Chine. Et c'était l'horreur. On voyait des hommes et des femmes qui allaient mendier un peu de fraîcheur, qui se plaquaient sur le sol en espérant un peu de fraîcheur, qu'ils ne trouvaient pas. Parce que quand jour et nuit, il fait trop chaud et trop humide, on pète les plombs, ça n'est pas possible. Et le MIT nous dit que d'ici 50, 60, 70 ans, une partie de l'Asie sera inhabitable à cause de ces canicules chaudes et humides pendant plusieurs mois dans l'année. Donc on va vers une souffrance humaine, des millions d'hommes et de femmes qui vont souffrir au quotidien, certains qui vont mourir sur place et d'autres qui vont se déplacer parce qu'ils n'auront pas envie de mourir. L'augmentation de la population, 1% par an, mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose encore plus grave, c'est que non seulement la population mondiale augmente, mais qu'en même temps, elle veut améliorer son niveau de vie, se développer. Et donc, si la croissance de la population est de l'ordre de 1% par an, la croissance de la consommation
des ressources naturelles qui servent à, disons, augmenter le niveau de vie est de 2% par an. Tout le monde estime que l'humanité atteindra à peu près 10 milliards d'humains vers 2050. Mais si on tient compte de l'augmentation de leurs besoins, c'est l'équivalent de 14 milliards. Ça veut dire qu'en 2050, il faudrait nourrir 14 milliards de gens et non pas 10, et non pas 7 comme aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas possible. Si on dépasse le seuil fatidique des 2 degrés en 2100, qu'on est parti pour dépasser allègrement, on met en route la désintégration de la calotte antarctique de l'Ouest, celle qui est face au Chili, là, plus une partie du Groenland qui va fondre de toute façon. Donc, à l'échéance de quelques siècles, on prendra n'importe quoi entre 6 et 15 mètres d'élévation du niveau des mers. Ce qui risque de s'effondrer, c'est des morceaux entiers de la calotte antarctique qui commencent d'ailleurs à s'effondrer, et que ça va avoir des conséquences sur le niveau des mers à long terme. Si c'est une tendance qui se prolonge et que ce sont des centaines de millions de personnes dans le monde qui vont être exposées à un niveau des mers plus élevé, et donc des inondations, des migrations forcées, et ça va forcément avoir un effet, alors je ne sais pas si le mot effondrement est le bon mot dans tous les cas, dans certains cas certainement. Bon, écoutez, moi j'en peux plus. Avec nos collègues, ça fait 30 ans qu'on vous dit que ça pue du cul notre histoire. On ne sait plus comment vous le dire. Avec nos collègues, on est tous sous antidépresseurs, plus personne n'ose faire de gamin. De toute façon, ça va être vite réglé. Si on n'arrive pas à limiter le réchauffement climatique de 1,5 degré et qu'on continue encore et encore, bon, d'ici 2050, vous pouvez rayer de la carte New York, le Bangladesh, la Camargue et un bon nombre des îles du Pacifique. Pas seulement le réchauffement climatique, c'est toute la dégradation des sols par l'agriculture industrielle dans le monde entier, et pas seulement en France. C'est la disparition de la biodiversité, c'est la déforestation généralisée, c'est des phénomènes, les pollutions énormes des villes, et tous ces phénomènes déterminent les uns les autres, avec en plus le réchauffement climatique, pour arriver à une situation aggravante qui elle-même va créer de multiples problèmes humains, des migrations, des famines. Donc il y a un futur inquiétant. L'arme nucléaire se multiplie, elle se propage, elle ne sait pas qu'elle s'est arrêtée. À l'échelon donc mondial, ça veut dire qu'aucun pays n'y échappe, et donc on ne pourra plus avoir la possibilité, quand on est un pays, de faire appel à un autre pays à l'aide internationale. Il n'y aura plus d'aide internationale. C'est un effondrement donc qu'on peut appeler aussi systémique, c'est-à-dire que c'est l'ensemble du système mondial, de la mondialisation, qui s'effondre, qui ne fonctionne plus du tout. Alors, la mondialisation a créé le risque systémique global. C'est une expression de scientifique. Le risque systémique global, c'est nouveau. Et ces effets de contagion que je disais tout à l'heure fait que les effondrements peuvent se répandre partout dans le monde et très rapidement, et plus rapidement qu'on le croit. Ce ne sont plus les générations futures qui sont confrontées à des risques d'effondrement, c'est nous. C'est nous. Ça nous concerne tous, ça concerne nos enfants, et ça vous concerne vous, vous allez le vivre tout ça. Il ne s'agit pas d'attendre une espèce d'effondrement hypothétique et justement encore une fois un peu romantique de « ça va être la fin du monde », mais de regarder que l'effondrement est déjà là, pour énormément de choses. On a déjà perdu 50% des populations de vertébrés, 80% des insectes volants en Europe, ou 30% des oiseaux. Ça, c'est déjà un effondrement. Quand on étudie par exemple la teneur en humus d'un certain nombre de sols en Europe occidentale ou aux États-Unis, il y a déjà un effondrement de la fertilité des sols. C'est déjà là. J'avais vu une étude il n'y a pas longtemps, je crois que c'était dans Nature, où ils analysaient l'état de l'eau en fonction des populations. Et il y a 3 zones, ils ont à haut risque pour la disponibilité en eau des populations. Et contrairement à ce qu'on croit, enfin c'est contre-intuitif, c'est l'Inde, la Chine et l'Europe. Pourquoi ? L'Europe, les pays riches. Pourquoi ?
parce qu'il y a une densité de population très élevée. Et en fait, c'est pas simplement, c'est très important hein, l'accès à l'eau naturelle, mais il y a aussi la potabilisation, le traitement de l'eau et la distribution de l'eau qui est consommateur d'énergie, de ressources, de beaucoup d'énergie. Ça veut dire que l'accès en eau des Européens moyens, il dépend d'un système artificiel qui dépend de ressources, d'énergie, de terres rares, etc. et d'ingénieurs, d'une complexité administrative, technique qu'on doit maintenir en place, qui est très complexe et très cher. Aujourd'hui, dans notre système, on a des problèmes de climat très graves, il faut les traiter, c'est un symptôme tellement grave qu'à lui tout seul, il peut nous tuer. Donc il faut traiter le symptôme climatique. On a un problème de biodiversité qui s'effondre, gravissime. Heureusement que des gens s'en préoccupent, heureusement que des gens essaient de sauvegarder le vivant, que ce soit les forêts, les océans, les mangroves, que sais-je. On a des problèmes de sol, d'agriculture, on a des problèmes d'accès à certaines ressources, des problèmes d'énergie, des ressources d'ailleurs, l'eau, accès à l'eau, problèmes d'énergie. On va avoir des problèmes également humains, bien évidemment, dans toute la sphère humaine. Tout un tas de problèmes, que ce soit sur les droits de l'homme, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes de guerre, que ce soit des problèmes de ceci, de cela. Tous ces problèmes méritent d'être traités. Heureusement qu'il y a des gens qui traitent tous ces problèmes. La grande majorité, pas tous, mais la grande majorité de ces problèmes proviennent du fait que notre civilisation dépasse dans ce qu'elle inflige à la planète ce que la planète est capable d'encaisser. Qu'on a dépassé des limites absolues en termes d'impact que l'on a, de pression écologique sur cette planète. Vous savez, nous sommes en régime de croissance exponentielle. Dans mon domaine, en physique, un système soumis à une croissance exponentielle est dit instable. C'est ce qu'on appelle un crash. Le système est en train littéralement d'exploser. Et on peut très bien calculer en physique le temps que ça prend. C'est typiquement quelques fois le temps que prend le doublement de l'utilisation des ressources. Pour le système planétaire, c'est environ 30 ans, quelques fois 30 ans, ça fait un siècle. Vous voyez que les prédictions de la physique sont finalement en très bonne adéquation avec les prédictions des écologues. La part de l'humanité qui sera soumise à des canicules potentiellement mortelles de plus de 20 jours s'élèvera à la fin du siècle à 74% de la population mondiale. L'ONU attend de 200 à 700 millions de réfugiés climatiques dans les 30 ans à venir. Dans les 30 ans. Vous avez remarqué, il y a peu, on disait « nos petits-enfants vont », puis après c'est devenu « nos enfants vont ». Maintenant, c'est « nous allons ». Dans 30 ans, beaucoup des gens ici présents ce soir pourront assister à ce triste phénomène. Officiellement, 44 pays sont d'ores et déjà en situation de stress hydrique fort ou extrême, dont certains se trouvent en Europe. On estime que 25% de la population mondiale sera très bientôt en situation de manque radical d'eau. L'ONU, pourtant toujours prudente dans ses déclarations, évoque, je cite, « une menace existentielle directe ». Et elle souligne que les objectifs affichés sont ridicules et qu'en plus, ils ne sont pas tenus. L'histoire et le futur, c'est la même histoire, sauf qu'on ne regarde pas du même côté. On apprend encore le présent à la lumière de ce qui a été. Moi, j'adore les Mérovingiens, je suis un fan absolu. Mais pourquoi on ne pourrait pas imaginer le présent à l'aune de ce qu'il pourrait être demain? On joue avec le feu, 2008 n'a servi à rien. C'est Stiglitz, le prix Nobel, qui dit qu'on s'est contenté de déplacer les fauteuils sur le pont du Titanic. Mais le Titanic continue et le FMI nous dit... Et on accélère. Le FMI nous dit l'économie mondiale est comme le Titanic, elle accélère avant le choc. C'est tous les mois que le FMI ou la Banque mondiale nous disent « Attention, on va vers une crise ». Le dernier rapport du FMI, c'était « La prochaine crise peut avoir des conséquences 10 fois plus graves ». La phrase qui était reprise dans le journal Les Échos, c'est le FMI. D'après le FMI, la prochaine crise pourrait avoir des conséquences 10 fois plus graves que 2008. On accepte un niveau de spéculation qu'on n'a jamais vu. On continue à avoir de la création monétaire. Et c'est à la une des journaux. C'est le journal Les Échos, c'est pas une feuille de chou gauchiste, c'est le journal Les Échos qui explique que la prochaine crise aura des conséquences 10 fois plus graves que celle de 2008. C'est Christine Lagarde à Davos qui, devant des centaines de VIP, explique qu'on va vers une crise plus grave, plus rapide et plus générale. C'est foutu. Si vous regardez le bouquin que j'ai fait avec Michel Rocard il y a 6 ans, on expliquait qu'il y avait une crise financière nouvelle, que la Chine envahissait Taïwan. La crise de 29, elle a débouché sur la barbarie. On l'oublie, mais la crise de 29, c'était une deuxième crise. Il y avait une première crise financière en 1920-21, et puis on s'en était remis assez facilement. On avait commencé à spéculer comme des cochons, et quand la crise de 29 éclate, c'est monstrueux en termes sociaux, et ça aide les nazis à arriver au pouvoir, et c'est la barbarie. Et là, quand vous voyez la Chine, si vous voulez vous me réinviter, je vous ferai vraiment peur avec le niveau de dette en Chine, l'instabilité sociale et la course au surarmement
évidemment, et les millions de Chinois qui attendent le match retour contre les Japonais. Donc, a priori, plus la question du climat et de la biodiversité, plus Trump à la Maison-Blanche, plus l'Europe qui se disloque, a priori, je ne suis pas débile, ça peut partir en vrille. A priori, c'est foutu. Risque d'être dramatique, peut-être effroyable. Il suffit de regarder ce qui se passe après quelques jours s'il y a une rupture d'approvisionnement du pétrole, puisque tout est basé sur le pétrole chez nous, l'alimentation, les transports. Même la fabrication d'énergie renouvelable et la construction de ces objets est fondée sur le pétrole. On est dépendant complètement, comme une poupée avec des fils, d'un système thermo-industriel, économique et financier. Il nous nourrit. S'il n'y a plus d'énergie fossile, réfléchissez, qu'est-ce qui s'arrête? En fait, toutes nos civilisations industrielles. Parce qu'on se loge, on se chauffe, on s'habille, on se transporte, on mange grâce au pétrole. On mange quasiment tous du pétrole. Sans pétrole, qui ici est capable de se nourrir? Personne. Moi, si j'ai pas de supermarché ou de carte de banque ou de voiture, en quelques jours, semaines, je meurs. Alors qu'avant, nos grands-parents, ils avaient 2 mois. Mais c'était normal d'avoir 2 mois de nourriture chez soi. Saucisson. C'était normal. Mais dire maintenant, aujourd'hui, on te prend pour un survivaliste parce que tu as 2 mois de stock chez toi, c'est fou. Donc on a une culture de l'hétéronomie, c'est-à-dire qu'on est le contraire d'autonome. On est devenu hétéronome, dépendant d'un système qui nous nourrit au jour le jour en flux tendu. C'est hyper fragile, hyper vulnérable. On a tout interconnecté, la mondialisation, dans des chaînes rapides, en flux tendu, sans stock. On a augmenté l'efficacité du système, on a rendu tout homogène. Et du coup, on a perdu en résilience. Ça, c'est la théorie des réseaux. Les physiciens nous montrent très bien que quand un système connecté est de plus en plus efficient, il est de moins en moins résilient, c'est-à-dire qu'il est vulnérable. Là, tout de suite, aggravé par le réchauffement climatique, entre autres, c'est que demain, en fait, les services qu'on a tous, auxquels on est habitué, la médecine, manger, avoir de l'eau, etc., tout ça, c'est menacé dans les années à venir. Donc, ça peut être maintenant, ça peut être demain. Hein, voilà. Il suffit qu'il y ait une rupture dans les chaînes d'approvisionnement des transports, parce que je ne sais pas si vous savez, mais vos supermarchés, si demain il y a une crise du pétrole ou quoi d'autre, voilà, ils en ont pour 24 heures. Hein, donc voilà. Une petite news rassurante. Évidemment qu'on peut vous répondre sur une chose simple, c'est qu'on est tous conscients que les risques que vous avez évoqués, ils sont réels. Ils sont réels chez nous, ici en France, pas simplement dans des pays lointains. Il y a un enchaînement de choses qui font que ça collapse. Ça s'arrête. L'économie, ça collapse. Et tout ça, c'est très dangereux parce que, par exemple, Paris, là, on est en pleine période d'abondance énergétique. En 3 jours, il n'y a plus rien dans les magasins. L'approvisionnement énergétique nous permet d'avoir des légumes, des fruits, enfin tout un tas de choses dans les magasins. La capacité de résilience de Paris, c'est 3 jours. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens les urbains qui vont commencer à manquer, ils vont penser à aller trouver refuge et nourriture en campagne. Une des causes aujourd'hui potentielles d'un effondrement, ce seront les disponibilités alimentaires parce qu'on sait qu'il est inéluctable que le climat se réchauffe, que cela va faire peser, ne serait-ce que cela, des tensions extrêmement fortes sur les ressources agricoles et que à ce stade-là, nous savons dans l'histoire que quand on a commencé à manquer de nourriture, c'était le début de la fin, les différents peuples se sont retournés les uns contre les autres et on voit déjà cette sensation-là qui s'amorce avec la montée des populismes. Il y aura sans doute des événements dramatiques au point de vue humain. Je ne veux pas en dire plus, mais on en a connu au XXe siècle, là, au moins 2 grands. Et donc ces événements dramatiques feront qu'une des principales préoccupations des humains qui survivront dans les années 30, 35, 40, 45, dans une vingtaine d'années, ce sera comme disait le Christ peut-être il y a plus de 2000 ans, de s'aimer les uns les autres. Car en effet, la déploration de ce passé terrible qu'on aura vécu fera que, bien sûr, il faudra survivre au jour le jour, trouver de l'eau fraîche, trouver de la nourriture saine, trouver un peu d'énergie, des abris, etc. Mais surtout, essayer de ne pas tomber dans la barbarie. Et c'est ça ma principale préoccupation. Aimons-nous, faisons des efforts pour nous comprendre, pour nous aimer, c'est de la blague. Pour moi, c'est de la blague.
Parce que chez les êtres humains, il y a de la cruauté, de la méchanceté, de la folie, du profit, de la convoitise, de la cupidité, tout ce qu'on veut. Et puis il y a aussi de la violence contre soi-même, de l'automutilation, de la destructivité, la toxicomanie, etc. Il y a tout ça. Ça, c'est les êtres humains. Donc, vivre ensemble, ça ne veut rien dire. Vivre ensemble, en même temps, c'est une nécessité, parce qu'on n'a pas le choix. On est bien obligé de vivre ensemble, mais il y a des conditions qui sont nécessaires pour qu'on arrive à vivre ensemble. Lesquelles ? Un environnement qui ne crée pas de peur, qui crée moins de peur. Or, aujourd'hui, l'environnement économique, social, politique crée beaucoup de peur. Ce qui est dangereux, c'est pas les pénuries, c'est d'arriver dans les pénuries avec une culture de l'individualisme et de l'égoïsme. Ce qui provoque les fameux... les émeutes de Nutella dans les magasins, l'effet Nutella, comme j'appelle. Et c'est réel. Il y a des risques d'émeutes, de tout ça, parce que, culturellement, on a pris l'habitude d'agir individuellement, et puis de considérer que l'autre va avoir des actes égoïstes. Et il y a un effet aussi de miroir et de prophétie autoréalisatrice. Si mes gosses ont faim, et qu'à côté, il y a un jardin avec des carottes et des choux, je prendrais un chou et quelques carottes pour nourrir mes gosses. Et j'ai vu ça au Rwanda, pareil. Comment au Rwanda, des gens tout à fait normaux pouvaient assassiner leurs voisins, même leurs femmes ou leurs enfants, etc. Je ne peux pas raconter tout ce que je sais du Rwanda, mais tout le monde sait que les horreurs qu'il y a eu au Rwanda, et qu'il y a d'ailleurs dans beaucoup de guerres civiles. En Algérie, il y a eu aussi des horreurs comparables. Tu m'avais parlé dans la discussion de tes inquiétudes sur le nombre d'armes en circulation et le nombre de flics. Alors, à partir du moment où vous avez un problème énergétique, c'est comme en Libye. Quand c'est désorganisé au niveau d'une société, c'est comme en Libye. Les esclaves énergétiques que vous n'avez plus, vous les cherchez chez l'humain. Et si vous avez des gros flingues, vous avez beaucoup plus de chances d'en trouver. On risque d'avoir justement ce phénomène de guerre civile entre d'un côté, en fait, deux idéologies, l'une qui se prétendrait antiraciste et l'autre qui se dirait plus identitaire. Et donc là, il y a effectivement un risque qui, pour le moment, n'existe que dans la tête des gens. Il y a vraiment ce que j'appelle ce potentiel de haine qui existe aujourd'hui dans la société française et qui est dormant. J'ai peur que déjà, avec cet esprit de radicalisation qu'il y a aujourd'hui, ce soit 1000 fois pire, quoi. Une grande guerre mondiale, moi, j'y crois pas. Par contre, de la violence, comme ça s'est passé dans les années 90 en Russie, de rue, de la violence juste par le dénuement à la fin, ça, c'est beaucoup plus probable. Et c'est probablement même ce qu'on voit déjà arriver. Il semblerait que nous ayons passé le cap où l'humanité recommence à avoir faim. Le nombre de personnes qui avaient faim baissait jusqu'à présent et commencerait à remonter. Moi, je suis plus préoccupé personnellement par cette contrainte au niveau de l'énergie. Parce qu'une contrainte énergie telle qu'on devrait la rencontrer dans les prochaines années, que ce soit surtout sur le pétrole, pour moi, c'est assez rapidement la guerre civile. Je ne dis pas que ça va bien se passer. Je ne dis pas je ne suis pas optimiste. Je ne dis pas que ça va être le monde des bisounours. Je ne dis pas non plus que ça va être Mad Max. Mais ça peut aller... On peut limiter les dégâts. D'un autre côté, ça peut aller très très mal, quoi. Et donc, j'ai pas d'illusion. Je dirais, d'une part, j'ai pas d'illusion sur l'être humain. Bah oui, l'être humain est capable du pire comme du meilleur. J'ai vu le pire aussi, je l'ai vu dans beaucoup d'endroits. Quand on parle de guerre civile, j'ai vu ce qu'était une guerre civile. J'ai vu des horreurs et entendu des horreurs inimaginables. Est-ce que le risque, c'est pas que finalement, tout ça se termine en une hyper-violence avec l'idée que finalement, puisque tout est foutu, si vous me permettez l'expression, tout est possible, et chacun sauve sa peau. Et donc il y a aussi ce risque-là, et une forme de désespérance généralisée qui peut être dramatique pour chaque individu et pour la planète en général. Non, mais ça risque d'être assez le bordel quand même. Et ça, il faut s'y préparer, je pense. C'est ça. Guerre, maladie, famine. On n'y manquera pas. C'est les 3 manières qu'il y a de mourir en masse. Le climat, le pic pétrolier, tout ça, c'est des mots gentils, théoriques, des chiffres de scientifiques.
Mais tout ça, c'est des effets de contagion qui débouchent toujours sur 3 choses. Guerre, maladie et famine, et les 3 sont interconnectés et se nourrissent l'une et l'autre. Et il peut y avoir des causes climatiques, on n'arrivera pas à dénouer toutes les causes, mais ça termine toujours comme ça. En 2050, ils seront 150. Et à ce moment-là, alors, ils seront en état de stress hydrique total. Alors ça veut dire que des millions d'Égyptiens voudront traverser la Méditerranée. Ça ne sera pas 100 000 ou 200 000 migrants que vous allez voir, mais des millions de gens. Les chiffres ONU, actuellement, c'est au minimum 200 millions de réfugiés climatiques, peut-être jusqu'à 1 milliard. Et c'est pas dans 20 siècles, hein, c'est dans 30 ans. Et donc ça ne peut pas ne pas faire de guerre. On le voit bien, personne ne va ouvrir ses frontières en disant venez profiter de notre climat tempéré. Donc on est en train de préparer un monde où non seulement les vivants seront en train de s'atrophier, de s'étioler, mais en plus les conséquences secondaires seront des conflits entre les vivants qui restent. La Banque mondiale dit qu'on aura 140 millions de réfugiés climatiques. Au minimum. Au minimum. Donc on va vers une souffrance humaine, des millions d'hommes et de femmes qui vont souffrir au quotidien, certains qui vont mourir sur place et d'autres qui vont se déplacer parce qu'ils n'auront pas envie de mourir. Donc c'est pas pour rien si le GIEC a eu le prix Nobel de la paix. Ils n'ont pas eu le prix Nobel de physique-chimie, hein. Ils analysent le CO2, ils analysent le méthane, mais ils n'ont pas eu un prix Nobel scientifique, ils ont eu le prix Nobel de la paix, parce que ce qui est en jeu, c'est bien la paix mondiale dans les 20 ans qui viennent. La pollution, que ce soit l'érosion des sols, que ce soit la déforestation, que ce soit le changement climatique, que ce soit l'acidification des océans, que ce soit l'effondrement des espèces, on pourrait arriver à ce que les chercheurs appelaient un tipping point, un point de bascule, d'effondrement, qui pourrait amener une partie de l'humanité à disparaître. Quand on regarde le XXe siècle dont on sort, merde, c'était pas exemplaire hein, quand même. On a fait 60 millions de morts à la Deuxième Guerre mondiale et pas beaucoup moins à la Première. C'était peut-être le pire siècle de l'histoire. Donc c'est pas combien de nouveau, milliards qui nous attendent? C'est combien de milliards de morts là? Ça risque d'être pire. C'est sûr que si on se projette sur ce qui se passe actuellement, ça sera probablement pire. C'est à peu près les 2/3 de la population mondiale qui vont mourir. Je parle de manière dramatique, je ne parle pas de mort naturelle. Donc c'est absolument catastrophique. Et au lieu d'être 9 ou 10 milliards en 2060 ou en 2080, on sera peut-être que 3 milliards. Pour resituer un petit peu sur le plan quantitatif, la guerre de 39-45, c'était 50 à 70 millions de morts au total. Mao, sous Mao en Chine, c'était 80 millions de morts en un peu moins de 30 ans. Et un déclin démographique selon le rapport Meadows, après 2050, c'est entre 40 et 150 millions de déficit démographique annuel pendant tout le temps. Parce qu'en fait, selon ce modèle-là, quand on a buté sur toutes les limites et qu'on a consommé toutes les matières de la biosphère, on ne peut plus en retrouver, quoi. Plus d'énergie, plus de ressources, plus de métaux dans le sol, et les terres agricoles sont trop polluées, les rendements sont trop faibles, etc. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas des nombres, on est des gens, quoi. Si demain ça a lieu, cette montée en température drastique, etc., mes gamins, ils vont peut-être crever pour de vrai, quoi. C'est pas si, ça va avoir lieu. Ouais, c'était sur le drastique, le si, mais je suis d'accord. Même le drastique, ça va avoir lieu. Qui est 2 fois moins d'hommes en tant que tel, je m'en fous, moi, si c'est juste le chiffre. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces hommes qui vont disparaître, ils vont mourir. Ils vont mourir comment? En agonisant, en souffrant. Malheureusement, je pense que nous courons effectivement, au cours du XXIe siècle, un fort risque de voir l'humanité s'éteindre. L'humanité est très probablement en voie d'extinction, parce que si nous continuons sur cette lancée, effectivement, les forêts, les dernières forêts primaires qui sont en mesure de fournir de l'oxygène, les derniers récifs coralliens, tout ceci va continuer à être détruit dans les 10 ou 20 prochaines années. Et si là on ne réagit pas, c'est effectivement un monde plus pauvre en oxygène, ne serait-ce que ça, à la fin du siècle qu'on aura. C'est un monde où les ressources agricoles auront été tellement ravagées qu'il ne sera plus en mesure de produire pour l'humanité. Et c'est un monde qui connaîtra des températures à probablement, allez, on va faire ça à la louche, 4 degrés de plus, mettons, à la fin du siècle, ce qui sera un monde totalement incompatible avec la vie sur plus de la moitié de la surface planétaire, ce qui veut dire qu'il y aura eu des milliards de morts. Si on suit les travaux scientifiques qui sont publiés depuis le GIEC, parce que le GIEC c'est déjà assez vieux comme synthèse, même si c'est paru l'année dernière, c'est des publications de quelques années,
c'est absolument incroyable ce qu'ils disent. Il y a une possibilité que non seulement l'espèce humaine disparaisse, mais la plupart des espèces qui sont en ce moment en vie sur Terre. Vous aimez les rats? Oui, c'est bien parce que les rats vont survivre. Mais les humains, c'est plus délicat. À la fois la probabilité de la fin de ce monde, en tout cas tel qu'on le connaît, augmente, mais aussi sa criticité, c'est-à-dire en termes d'impact de ce risque, puisque récemment, par exemple, la secrétaire exécutive de la conférence sur la biodiversité des Nations Unies estimait qu'il nous restait 2 ans pour revoir en profondeur notre rapport justement à la nature, aux écosystèmes, faute de quoi on pourrait bien devenir la première espèce à recenser sa propre extinction. Bon, on voit bien que plus on projette la civilisation industrielle dans le temps, plus les effets s'approchent d'un scénario qui peut être de l'anéantissement en fait. Si on arrêtait d'émettre demain matin, il faudrait attendre plus de 10 000 ans pour que l'atmosphère revienne à son niveau initial. Donc le problème va continuer d'augmenter quoi qu'on fasse. Il y a de fortes tendances qui montrent que nous courons d'énormes risques et qu'il importe de se mobiliser d'urgence et probablement, je le pense personnellement, est-il trop tard. En revanche, je n'avancerai pas de calendrier sur un effondrement que je pense à peu près inéluctable effectivement au cours du XXIe siècle. Si on se demande, il nous reste combien de temps pour qu'il n'y ait aucun dégât? Ah bah c'est déjà trop tard. Donc ça, la réponse elle est facile, il aurait fallu le faire il y a 100 ans. Donc si la question est-ce que c'est déjà trop tard pour qu'il y ait des effets dramatiques sur la biodiversité, sur les espèces, sur les gens, etc. Oui, il est déjà trop tard. Ces effets vont avoir lieu, c'est certain. C'est pas un conseil, c'est juste désolé. C'est juste m'excuser. Désolé pour... Tu vois, si on met une bouteille à la mer et qu'on la retrouve en 2050 ou en 2100, si jamais il y a quelqu'un qui la retrouve, c'est... Désolé les gars, on est parti trop vite, on n'a pas rangé, on n'a pas remis les choses en place. On a foutu un bordel monstre et bon courage.